mais dans lequel, en tant que médecin généraliste, vous allez quand même être exposé à ce type de problématique et vous pouvez être amené, en tout cas, à vous poser la question des options à votre disposition. Et on va le voir, les antidépresseurs sont des options à votre disposition. Je vais laisser du coup la parole à Célia pour la première partie de la présentation. Alors, on va commencer par les antidépresseurs dans le cas de la grossesse et de l'allaitement. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on échange autour d'un cas clinique. Donc, n'hésitez pas, je vois pas le chat, n'hésitez pas à répondre soit en levant la main ou soit dans le chat. Merci. Alors, donc, il s'agit de Madame C, 31 ans, enceinte depuis 14 semaines, qui présente un épisode dépressif sévère non traité, car elle redoute les médicaments. Malgré sa souffrance, elle refuse tous les traitements médicamenteux par peur de nuire à son bébé. Sa dépression perdure tout au long de sa grossesse. Elle s'isole, dort peu, perd beaucoup de poids et commence à fumer régulièrement. Elle vous demande conseil concernant les prises en charge non médicamenteuses existantes et si l'homéopathie pourrait l'aider. Alors, qu'est-ce que vous direz à cette Madame C pendant votre consultation? Est-ce que quelqu'un veut peut-être prendre la parole ou est-ce que... Vous pouvez soit prendre la parole, soit nous partager un peu vos commentaires dans le chat si c'est plus simple. Allez-y, non, c'est bon, il n'y a pas de question piège. Vraiment, l'objectif, c'est d'échanger dessus. Bien sûr, nous, ensuite, dans la présentation, on revient sur ces éléments. Et allez-y, hein. Alors, on a une proposition qui est la psychothérapie. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Vous avez d'autres idées dans ce que vous allez pouvoir lui dire? Là, on est vraiment sur la première question, pas vraiment l'aspect un peu traitant. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cette patiente? Car j'ai l'impression d'entendre quelqu'un parler, mais je me... Ok, essayez de convaincre de la nécessité d'un traitement médicamenteux. Ok. Facteur de vulnérabilité, isolement, gravité, hospitalisation. D'accord. Proposer un Ouais. suivi médical rapproché. Ok. Et du coup, par rapport au traitement, qu'est-ce que vous proposez? Mettre en balance les effets, mettre en balance les effets néfastes de l'absence de traitement Ouais. sur son bébé. Oui, avec la perte de poids, le tabac qui expose à des risques pour la grossesse. Ouais, très bien, la balance. Ouais, pas les bénéfices-risques. Ok. Moins de risques de traiter que de ne pas traiter Vu le vu le contexte. Ouais, contexte clinique. tout Tout à à fait. Psychothérapie, patch, oui, une substitution, pourquoi fait. pas. Ça va expliquer dans les différents traitements. Et ISRS. Donc là, ça veut dire qu'on a exploré la balance bénéfice-risque. Suivi PMI, oui. Bon, on voit que vous êtes déjà ça va, assez à l'aise avec la question. En effet, on va redétailler, mais en effet, dans les différentes propositions, on trouve pas mal de propositions Mm. qui sont extrêmement cohérentes, hein. Pardon? En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui n'est pas coupé, Et puis, essayez de nous parler. qui essaie de nous parler. Et j'ai quelqu'un qui me dit qu'on entend mal. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Oui, Ok, ok. super. Bon, on va détailler un peu plus et on pourra rediscuter de ce cas-ci.
Ok, vous n'hésitez pas à nous dire hein, si vous ne nous entendez pas. Alors, donc effectivement, un épisode dépressif maternel non insuffisamment traité aura des répercussions négatives. En clair, il faut prendre en compte une grossesse chez une femme enceinte comme un épisode dépressif caractérisé, en sachant que l'épisode dépressif caractérisé aura des répercussions sur la grossesse. Et donc, on le traite tout en rassurant la mère sur les risques potentiels des traitements antidépresseurs sur la grossesse. Ça, on va en parler juste après, mais effectivement, la dépression euh, entraîne des risques de prématurité, faible poids à naissance, prééclampsie, etc. Euh, et, et est aussi un facteur de risque de dépression du postpartum. Alors, la première chose qu'on a en tête quand on prescrit un traitement à une femme enceinte, c'est souvent le risque malformatif. Ce que moi je vous conseille de retenir, c'est que les études ne confirment pas de risque malformatif sur les antidépresseurs. L'antidépresseur qui avait été mis un peu en cause sur des cardiopathies, c'était la paroxétine. Les études récentes montrent que on ne peut pas imputer la paroxétine aux cardiopathies congénitales. Et finalement, le risque malformatif est vraiment à écarter en cas de grossesse pour la femme enceinte. On peut prescrire raisonnablement sans être inquiet d'un risque malformatif. Ensuite, sur l'aspect fœtal et néonatal, on a un risque effectivement augmenté de prématurité, même si les données de la littérature sont limitées. Et c'est difficile de lier l'imputabilité juste à l'antidépresseur. Ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau néonatal, on peut avoir effectivement des symptômes néonataux transitoires à la naissance, dans 30% des cas. Et le plus souvent, les symptômes sont peu sévères et de courte durée. Donc, ce qui est important, c'est prévenir la mère et l'équipe qui va prendre en charge l'enfant à la naissance pour qu'il soit un peu plus surveillé, coucouné pendant les premiers jours de vie. Et les autres risques sont vraiment très limités. Au niveau neurodéveloppemental, il n'y a pas de répercussions significatives sur le plan neurodéveloppemental. Vous entendrez, et on a entendu, hein, des suspicions d'antidépresseurs et de TSA ou de TADA dans l'enfance. Les études n'ont pas montré d'imputabilité au traitement antidépresseur. Au niveau maternel, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, on a retrouvé une augmentation de l'hypertension artérielle gravidique et des prééclampsies chez les femmes enceintes traitées par IRSNA lors du deuxième trimestre de grossesse. Donc, quand on prescrit un traitement antidépresseur à une femme enceinte, euh, on essaie d'éviter, si on peut, un IRSNA. Donc, on préférera plutôt un IRS classique. Et en anticipant un traitement avec la femme, lorsque la femme souhaite un allaitement, ou bien même si elle change d'avis d'ailleurs, hein, les femmes ont le droit de changer d'avis entre la grossesse et l'accouchement, on peut privilégier la sertraline ou la paroxétine qui ont un passage dans le lait extrêmement faible. Donc en pratique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on évalue de manière la plus précoce possible, si possible. On voit avec la personne les indications, les associations qui sont possibles, les posologies. On informe sur les risques réels, les risques de traiter, les risques de ne pas traiter. Euh, on n'arrête pas brutalement un antidépresseur chez quelqu'un qui avait un traitement antidépresseur et qui nous annonce une grossesse. On n'arrête pas de manière brutale pendant ou après la grossesse.
et on traite si c'est indiqué. On a plus de bénéfices à traiter, on a plus de risques à ne pas traiter euh, qu'à laisser une dépression non traitée chez une femme enceinte. Bien sûr, pour les épisodes dépressifs légers, la psychothérapie et les règles gynécologiques non médicamenteuses sont à privilégier, mais à partir du moment où c'est inefficace ou qu'on a un épisode modéré à sévère, on traite avec un traitement antidépresseur. On cherche toujours la posologie minimale efficace, hein, comme d'habitude. On essaie d'avoir le traitement le plus optimal possible. Néanmoins, quitte à ce qu'il y ait un médicament, c'est important que le médicament soit efficace. Donc, on n'hésite pas à augmenter les doses si la dépression n'est pas suffisamment traitée ou si la réponse n'est pas satisfaisante. On ne diminue pas les doses avant l'accouchement. Ça peut avoir une utilité sur certains médicaments et certains régulateurs de l'humeur, mais ça n'a pas d'utilité pour les traitements antidépresseurs. On prévient l'équipe obstétricale pour la surveillance néonatale. On propose une surveillance et on est dans la prévention de la dépression du postpartum. Les femmes enceintes qui présentent un épisode dépressif sont plus à risque de dépression du postpartum que les autres. Et on anticipe, si possible, l'allaitement. Donc, une patiente qui est déjà traitée, on maintient l'antidépresseur en cours s'il est efficace. On peut éventuellement adapter la posologie. S'il n'est pas efficace, on adapte la posologie ou on change de traitement antidépresseur pour un traitement compatible avec la grossesse et l'allaitement si la femme souhaite allaiter. Pour les patientes non traitées, on choisit en priorité la sertraline et la paroxétine qui présentent un bon rapport bénéfice-risque et pendant la grossesse et l'allaitement, surtout en anticipation de l'allaitement. Et il n'y a pas de contre-indication aux autres molécules. Gardez juste bien en tête, les IRSNA sont à risque de prééclampsie et d'hypertension gravidique au deuxième trimestre de grossesse. Et donc là, on retourne sur le cas clinique de Madame C. Est-ce que vous avez des questions du coup pour cette partie? Donc, on va reprendre dans l'ordre. J'essaie de me mettre devant le micro, vous me direz si c'est compliqué de m'entendre. En tout cas, si on reprend du coup, qu'est-ce que vous allez lui dire au cours de la consultation? On a eu du coup dans les réponses que vous nous avez données exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vraiment l'informer qu'elle a une situation qui est quand même inquiétante. Là, elle a des signes cliniques qui sont inquiétants et que en gros, il y a beaucoup plus de risques à ne pas la traiter, à la fois pour elle, à la fois pour la grossesse et à la fois pour l'enfant à venir, que finalement de risques à utiliser du coup un traitement. Après, vous, bien sûr, on va l'informer des risques du traitement et on va vraiment essayer de la rassurer pour du coup la faire adhérer à une prise en charge médicamenteuse. Euh, dans cette situation, alors, attendez, j'essaie de récupérer mon chat s'il y a besoin. Dans, ouais. Dans cette situation, il y a un piège qui est important quand même à garder en tête, qui est de ne pas perdre de temps à essayer de rentrer dans une espèce de négociation, de surveillance, de discussion sur les trucs non médicamenteux. J'ai vu passer des propositions, voilà, psychothérapie, millepertuis, etc. En fait, vous n'avez pas le luxe d'attendre là dans ce type de situation et d'essayer d'être allez, on va lui proposer quelque chose de non médicamenteux, on va attendre. Elle a une situation clinique qui est trop sévère, il y a des signes quand même là qui sont inquiétants. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a évoqué du coup l'hospitalisation et une autre personne qui a évoqué les aspects de PMI. Bon, voilà, on a quand même des éléments qui questionnent dans cette situation clinique. Donc vraiment, en fait, dès que c'est quand même marqué, en fait, que ce soit en tout cas à partir du moment où c'est modéré à sévère, vraiment, on essaye d'aller au traitement le plus rapidement possible. C'est important. Et donc, ne perdez pas de temps à être dans des discussions sur des aspects non médicamenteux en espérant qu'une approche non médicamenteuse
ou même naturel ou phytothérapeutique, etc., va apporter ou changer drastiquement du coup la donne. Vous pouvez vous permettre de faire ça si on est dans une dépression légère, auquel cas on revient sur les stratégies générales non médicamenteuses. Pour tout ce qui est traitement, bah, Célia l'a dit, voilà, on va rester simple et on va plutôt proposer des IRS en première intention. Et la surveillance, du coup, là, on l'a vu. La surveillance va être principalement une surveillance habituelle d'introduction des antidépresseurs et va être du coup une prévention de l'équipe obstétricale. Et bien sûr, la surveillance après dans les suites, notamment de dépression du postpartum. Et je me permets juste de rebondir parce que j'ai répondu à une question dans le chat. Je suis le docteur Etison, je suis un des autres médecins du dispositif. Il y a une collègue du coup médecin généraliste qui posait la question de est-ce que c'est indiqué en cas de trouble anxieux sans épisode dépressif? Et c'est le même raisonnement. Une patiente enceinte qui a un trouble anxieux sévère, invalidant et qui la met en difficulté, bah, il n'y a pas non plus de contre-indication à un antidépresseur. Au contraire, il ne faut pas laisser les choses évoluer. Donc, même raisonnement que face à un épisode dépressif. S'il y a une indication à un traitement antidépresseur, eh ben, elle y est qu'il y ait une grossesse ou pas. En fait, on vous rappelle le piège général de la dénomination des antidépresseurs. C'est-à-dire que c'est appelé antidépresseurs. On devrait les appeler des modulateurs aminergiques de la sérotonine, de la dopamine ou de la noradrénaline et de ne pas rester dans l'idée que c'est que pour la dépression. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette soirée, c'est de vous montrer qu'il y a plein d'utilisations possibles et qui vont bien au-delà de la notion même d'antidépresseurs ou même de leur propriété sur la dépression. Alors, il y a une demande de revenir sur les effets néonataux. Donc, on revient du coup dessus. Euh, voilà, c'était le docteur Borel. Et vous aviez du coup une question sur les effets néonataux? Sur l'aspect néonatal, vraiment retenir principalement les symptômes néonataux transitoires qui peuvent être effectivement assez fréquents, 30%. C'est vraiment la chose à retenir. Et d'ailleurs, ce que disait Célia de ne pas arrêter du coup le traitement, voilà. Bah, vraiment, comme on le présente, c'est vraiment faut rassurer. Il faut dire que oui, il y a un risque du coup existant, voilà, avec un chiffre non négligeable. Je suis pas sûr, dans un cas de clinique comme celui qu'on vous a présenté avec une patiente qui va mal, qui a déjà des résistances, de lui donner le chiffre des 30%, soit complètement judicieux. Lui dire que du coup, il y a un risque, oui. Lui dire du coup que voilà, il est peu sévère avec cette courte durée et que c'est souvent extrêmement bien géré et que ça, en fait, c'est vraiment plutôt une gêne, voilà, vraiment de l'enfant qui, de toute façon, va arriver dans un milieu extrêmement médicalisé dans la plupart des cas et dans tous les cas qui va être surveillé. Cette grossesse va être particulièrement surveillée dans tous les cas et l'aspect néonatal va être surveillé. Euh, donc, bien sûr qu'il faut informer, ne passez pas sous silence ce risque. Et après, c'est comment on s'organise bien entre le suivi de la patiente et l'anticipation un peu de l'accouchement. Pas de données. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on vous a mis à la fin les noms des molécules, vous pourrez aller regarder dedans. Je vous ai mis le nom des molécules sur lesquelles le CRAT a fait les données de la littérature. Et en fait, on a plein de molécules sur lesquelles on n'a pas suffisamment de données pour être suffisamment du coup serein dans ce qu'on peut proposer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, on vous a mis les noms des molécules sur lesquelles il y a de la littérature scientifique. Mais en fait, il y a des molécules qui n'apparaissent pas dedans, parce qu'on en a d'autres, hein, des antidépresseurs. Si ça n'apparaît pas dans cette liste, et on vous rappelle, hein, référez-vous au CRAT, hein, de toute façon, dès que vous êtes face à une femme enceinte, quel que soit le traitement d'ailleurs, ils font le boulot, ils font un bon boulot de travail de veille scientifique et de littérature scientifique. Et donc, voilà. Et le Brintellix, la question, moi, je me la pose souvent, parce que c'est un truc qu'on utilise quand même beaucoup plus fréquemment maintenant. Et en fait, on n'a pas de données suffisantes, donc c'est déconseillé de l'utiliser pour l'instant. Les effets néonataux, c'est les deux. Ça peut être lié à l'imprégnation sérotoninergique et ça peut être lié à un aspect de sevrage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit surtout n'arrêtez pas brutalement votre antidépresseur avant du coup l'accouchement en vous disant tiens, j'ai été informé par le médecin généraliste qu'il y a un risque néonatal de sevrage, donc tiens, je vais peut-être un peu arrêter tranquillement mon antidépresseur avant justement d'accoucher. Et ben en fait, ça amplifie le risque de sevrage néonatal pour du coup l'enfant et ça amplifie ces fameux le risque de ces fameux symptômes néonataux. Donc, euh, il y aura, c'est dû à l'effet de la molécule, mais c'est dû aussi à finalement la décroissance aussi de l'imprégnation. Donc, il y a un effet de sevrage. Euh,
Mais du coup, informez-les parce que si ça leur fait peur, elles pourraient avoir le réflexe d'arrêter le traitement et ça amplifie le risque en fait. Ça amplifie le risque et ça pourrait faire aussi des dépressions qui ne sont pas suffisamment traitées, hein. Après, le risque néonatal, dépression du postpartum, dans tous les cas, l'arrêt brutal du traitement, là, c'est jamais une bonne idée. On va partager parce que j'avais coupé. Je sais pas si j'ai fait toujours en partage d'écran. On va se remettre là. Vous voyez le diaporama? Ouais, c'est bon. Ok. Ensuite, la personne âgée et l'utilisation des antidépresseurs chez la personne âgée. Donc, ce qu'il faut savoir, bien sûr, une personne âgée a une fonction hépatique, rénale et une composition corporelle qui est modifiée. Donc, forcément, l'élimination des traitements se fait plus lentement. On a des demi-vies qui se retrouvent allongées. Une accumulation de traitements psychotropes plus élevée et donc une sensibilité qui peut être plus accrue au traitement psychotrope, dont les antidépresseurs. Avec les antidépresseurs chez la personne âgée, on peut avoir des risques accrus de confusion, de sédation, d'hypotension orthostatique, de chute. Donc, on est prudent. On peut avoir, avec certaines classes d'antidépresseurs, des troubles du rythme et un allongement possible du QT. Autre effet qui est important à avoir en tête, surtout chez la personne âgée, c'est le risque d'hyponatrémie par SIADH sous ISRS. Et ensuite, tous les symptômes anticholinergiques, donc là, sécheresse, rétention d'urine, constipation, troubles cognitifs. Donc là, je ne vous apprends rien. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On commence à demi-dose et on va doucement. Quand on introduit un traitement antidépresseur chez une personne âgée, on réévalue régulièrement et on recherche la dose minimale efficace, mais on augmente la posologie en l'absence de réponse. C'est toujours la même chose, quitte à avoir la molécule et d'éventuels effets indésirables, vaut mieux que le médicament fonctionne. On cherche à traiter de manière optimale. On choisit, si possible, un ISRS à demi-vie modérée ou courte et avec peu d'interactions médicamenteuses. Bien sûr, vous le savez bien, les personnes âgées ont souvent des polyprescriptions, donc on cherche les molécules qui ont le moins d'interactions et on évite, si possible, les tricycliques et les IRSNA. On surveille l'anatrémie dans les premières semaines de traitement. Ce qui est bien de faire avec les ISRS, ce qui est bien de faire, c'est faire un iono une semaine avant l'introduction et puis 4 semaines après l'introduction pour avoir une idée de l'évolution de l'anatrémie. Et globalement, il faut avoir en tête, en dehors de la rétention aiguë d'urine, du fécalome, de la constipation, quand on a un patient qui est confus sous ISRS, il faut avoir en tête l'hyponatrémie par SIADH avec un ISRS. Euh, on fait toujours un ECG, on surveille le QT, en particulier quand on prescrit du citalopram ou de l'escitalopram, et on évite de faire des polyprescriptions de psychotropes. La plupart des psychotropes allongent le QT. Et on n'hésite pas à refaire une surveillance, enfin refaire un ECG quand on majore la posologie du citalopram ou de l'escitalopram. Et la dernière chose à savoir, c'est que on a une durée de maintien des traitements qui est plus longue chez les personnes âgées. Il faut 12 mois minimum pour un premier épisode dépressif caractérisé chez la personne âgée. On choisit bien sûr la molécule enfin, pour avoir le meilleur rapport efficacité-tolérance. Et chez la personne âgée, la sertraline est un bon choix. L'escitalopram en première ligne, mais plutôt en second, euh, du fait du QT. Donc les deux, sertraline et escitalopram, sont des ISRS, donc on vérifie l'anatrémie.
et on a une vigilance particulière pour le QT quand on choisit les citalopram. Les autres traitements antidépresseurs restent en seconde intention et on essaye, si on peut, éviter les ISNA électricycliques, mais quand on n'a pas d'alternative, comment? Quand on n'a pas d'alternative, on peut les mettre en place. Il y a des alternatives, mais qui sont hors AMM. Là, on vous a mis le Ziban. Après, je ne vais pas vous demander de prescrire des médicaments hors AMM. Et puis, alors, je ne sais pas trop en soins primaires, mais il y a des alternatives non médicamenteuses qu'on peut utiliser chez la personne âgée pour traiter les dépressions. Hop. Ensuite, le cas clinique. Oui, le truc de diapo. Je voulais voir les commentaires. Alors, un petit cas clinique. Donc, on reçoit en consultation Monsieur F, 75 ans, chez lequel on retrouve un épisode dépressif avec au premier plan une asthénie, une perte d'intérêt. On a une échelle qui met en évidence une dépression modérée à sévère. C'est un patient diabétique sous metformine, bien équilibré, et une hypertension artérielle découverte il y a 2 mois. Actuellement pris en charge avec des mesures génodététiques simples. Il a un IMC à 26. Après vos explications, il accepte un traitement. Quel traitement lui proposez-vous? Et quelle surveillance? Bon, c'est plutôt... c'est plus... Quelle est la place de la myocérine chez sertraline 25 et on avise ensuite? Oui, tout à fait. Oui, globalement, dans le cas de ce monsieur, euh, là, le piège dans lequel il fallait pas tomber, c'est on évite les IRSNA pour éviter de faire une augmentation de l'hypertension artérielle. Chez un monsieur qui a un terrain cardiovasculaire certain. Et bien sûr, on a introduit un ISRS plutôt bien toléré. Donc, ça peut être la sertraline, mais ça aurait pu être de l'escitalopram. Et l'escitalopram, bien sûr, on vérifie le QT. Dans ce cas de figure-là, on n'oublie pas de vérifier le Yono avant et puis à 4 semaines. Pour répondre sur la myocérine et la mirtazapine, c'est deux traitements qui fonctionnent un peu différemment des IRS classiques, mais qui sont quand même des modulateurs de la sérotonine. Vous pouvez les utiliser. Après, ils ont souvent en fait des effets antihistaminiques qui peuvent poser problème, et notamment avec une augmentation de l'appétit. Pour ce monsieur, par exemple, qui a un IMC à 26, je ne mettrais pas de myocérine. Voilà. Ça va être principalement ce qu'il faut se méfier, c'est à la fois du coup de par les effets antihistaminiques particuliers de ces traitements-là, l'augmentation de l'appétit et surtout l'effet sédatif, donc c'est des traitements qui se prennent au coucher. Si c'est un patient qui a de gros troubles du sommeil, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si c'est un patient qui n'a pas de troubles du sommeil, qui a déjà un surpoids, eh ben, on va essayer d'éviter ces molécules-là. Mais sinon, considérez-les comme des sérotoninergiques. Oui, il y a beaucoup de ruptures en ce moment. La sertraline 25, j'étais pas au courant. Mm. Donc c'est un peu embêtant en effet parce que du coup, ça n'existe pas des comprimés de sertraline qu'on peut couper en deux, donc c'est que des gélules. Donc bah, s'il y a une rupture, on choisit une autre molécule. Tout à fait, sinon on choisit une autre molécule. Les citalopram, qui existent en 5, en 10, en 15, en 20 et en solution buvable, c'est une bonne alternative. Bon. Est-ce que concernant les personnes âgées, vous avez d'autres questions?
Si on a une hyponatrémie, oui, on switch. Oui, on switch. Et le fait d'avoir une hyponatrémie avec un ISRS ne veut pas dire qu'on en aura forcément avec un autre ISRS. Donc, on peut faire un switch pour un autre ISRS. Et sinon, dans le cas de figure d'une hyponatrémie avec deux ISRS, l'amiodarone peut avoir sa place à ce moment-là, par exemple, si c'est quelqu'un qui a des troubles du sommeil importants. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. En fait, vraiment, ouais, c'est ça. L'hyponatrémie avec l'un ne veut pas forcément dire que ce sera avec tous les Mm, IRS. Si vraiment vous avez deux IRS de suite, eh ben, on se pose la question de changer la classe pharmacologique, tout à fait. justement pour des choses qui ont soit une activité ou une façon de moduler la sérotonine différente. Donc, c'est le cas, ce que je vous expliquais, de la myrtazapine et du coup de l'amiodarone. Soit on va vraiment, bah, on peut aller avec vigilance sur d'autres molécules type IRSNA et éventuellement voilà, des tricycliques, ça, mais on va plutôt être sur des IRSNA en intention, en deuxième ou en troisième intention. D'autres questions? En cas de suspicion de dépression chez un patient avec troubles cognitifs, faut-il des posologies plus élevées d'antidépresseurs versus un patient sans troubles cognitifs? Bonne question. Qu'est-ce qui fait que vous posez cette question-là? Vous pouvez prendre la parole, hein, peut-être, hein, parce que moi, quelqu'un qui a un trouble cognitif, j'aurais tendance à être plus light en termes de prescription d'antidépresseurs, parce qu'on sait qu'ils ont tendance à avoir plus facilement des symptômes de confusion. Enfin, ils sont plus, oui, plus à risque de faire de la confusion et tous les autres effets indésirables. Qu'est-ce qui vous fait Oui. dire ça? Bonsoir, oui, c'était parce que j'avais la notion que, notamment en cas de troubles de comportement, on peut les. Alors, c'est pas exactement la même indication, mais on avait tendance à majorer pas mal les dosages d'ISRS. Donc, je me demandais si c'était la même chose pour la dépression, mais a priori, non. Je sais pas si vous m'entendez. Si, 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 si. Oui. On réfléchit en même temps. Ouais. alors, je l'aborde un peu plus tard dans la soirée thématique, la place des ISRS, justement, sur ce qu'on appelle l'irritabilité, l'impulsivité, la colère. Il y a peut-être cette notion que vous soulevez qu'on peut utiliser des IRS sur certains types de troubles du comportement et notamment clastiques. Je vais l'aborder, donc je le détaillerai un petit peu plus tard. Euh, Néanmoins, moi, j'ai pas la notion qu'il faille du coup justement des doses plus élevées dès qu'il y a des troubles cognitifs. Et au contraire, moi, je serais Mhm. plutôt comme Célia à vous dire attention, dans le cadre où on a un patient qui a des troubles cognitifs, euh, en fait, on va être beaucoup plus vigilant avec les molécules et surtout les polymédications au sens large, en fait. Et donc, on n'a pas trop envie de rajouter ou d'augmenter du coup les doses. On va essayer de mettre quelque chose qui a le moins d'effets indésirables du coup possible et vraiment, on va essayer de maintenir des petites doses. Et surtout, en fait, ce qui est compliqué, moi, ce que je trouve extrêmement compliqué avec un antidépresseur chez un patient qui a des troubles cognitifs, ça dépend bien sûr du degré des troubles cognitifs, mais c'est d'évaluer son efficacité. Donc, souvent, on monte les doses parce qu'on estime qu'il n'y a pas d'efficacité, mais aller évaluer vraiment de manière assez fine, vous voyez, sur les symptômes ou l'évolution des aspects symptomatiques, sur un patient qui a une maladie d'Alzheimer ou sur un patient du coup, qui a une démence frontotemporale, etc., l'effet de l'antidépresseur, euh, malheureusement, il y a beaucoup de patients qui ont des troubles comme ça cognitifs avec vraiment une altération qui est très marquée et sur lequel on retrouve des antidépresseurs dans la prescription, mais c'est surtout, malheureusement, c'est quand même des fois faute de savoir quoi leur donner dans des situations où on est quand même assez démunis. Donc, questionner quand même la place et questionner surtout dès qu'on est dans une question de dosage, pourquoi on a monté la dose. Et souvent, on monte les doses pour les antidépresseurs quand on n'a pas d'efficacité optimale. Euh, mais pas d'efficacité optimale. Je parle vraiment sur les aspects dépressifs ou les aspects anxieux si c'est un trouble anxieux. Ok, merci beaucoup. Merci pour la question. D'autres questions? Non? Ok. Ensuite, on va passer un peu rapidement. Non?
Sur le trouble dysphorie prémenstruelle, alors oui, on a commencé directement par un cas clinique. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'être confronté aux troubles dysphoriques prémenstruels. Donc là, on a le cas d'une femme de 34 ans qui consulte pour irritabilité marquée avec une labilité émotionnelle, variation émotionnelle importante, qui survient systématiquement 5 à 7 jours avant ses règles, l'obligeant à s'isoler sur le plan professionnel et familial. Un agenda confirme le trouble dysphorique prémenstruel. Après avoir essayé le sport, la vitamine B6, elle revient vers vous et vous demande une solution. Elle accepte une prise en charge médicamenteuse. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à cette jeune femme? Et est-ce que vous lui proposez quelque chose d'ailleurs? Hmm. Alors, Alors, fluoxétine, contraception hormonale. ouais, contraception, ok. Ouais. Moi, je suis assez curieux. Dans votre place de médecin généraliste, c'est quelque chose auquel vous êtes fréquemment exposé ou pas? Ça vous arrive fréquemment d'aborder cette problématique avec vos patients? Il y a des patients qui viennent pour ça. Mais je me rends pas compte effectivement, si c'est très fréquent. D'accord. Donc, je vois qu'il y en a qui proposent quand même l'antidépresseur. Bon, déjà, bon, on est dans une soirée où on vous dit qu'on va les utiliser. Donc, ok. Euh, ok, rarement le motif de consultation, bien entendu. Ok, ok. Ok, jamais eu le cas. Donc, ok, il y en a qui ont un réflexe antidépresseur et il y en a qui ont un réflexe plutôt hormonal. Ok. Bon, bah, on va redétailler ça. Alors, donc le syndrome dysphorique prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel sont des symptômes émotionnels et cognitifs qui surviennent pendant la phase lutéale du cycle menstruel. En général, c'est une plainte d'irritabilité, d'humeur dépressive, d'anxiété, de difficulté à la concentration, de l'asthénie, troubles du sommeil. On peut avoir des plaintes d'altération de l'appétit, céphalée, douleur. Euh, Pour la classification, on considère que lorsqu'on a une gêne, mais sans altération significative du fonctionnement, on est plutôt dans le cadre d'un syndrome prémenstruel, syndrome dysphorique prémenstruel, qu'on retrouve chez 20 à 40% des femmes. Et quand on a une détresse ou une altération significative du fonctionnement quotidien, euh, là, on rentre dans le trouble dysphorique prémenstruel et on le retrouve chez 8 à 3% des femmes. Alors, les ISRS ont une place. Les ISRS réduisent significativement les symptômes psychiques et les plaintes somatiques en cas de troubles dysphoriques prémenstruels. On peut avoir une amélioration clinique qui est très rapide dès le premier cycle de traitement et ce de manière indépendante à l'effet antidépresseur. Donc là, c'est vraiment pas l'effet antidépresseur qu'on va chercher. Vous savez, l'effet où on dit on met le traitement, ça va pas agir tout de suite, on aura les premiers effets dans 3 4 semaines. Là, c'est pas du tout sur la neuromodulation qu'on vient jouer. Et contrairement à la dépression où on a une neuroplasticité prolongée qui est nécessaire, là, les ISRS corrigent immédiatement un déficit sérotoninergique transitoire qui est lié aux fluctuations hormonales du cycle. Et donc, dans cette indication, les ISRS peuvent être utilisés de façon intermittente. C'est la seule indication de ce que je connais où on peut où il y a un intérêt à mettre des ISRS de manière intermittente, et ce, avec succès. Donc, on peut choisir de prescrire les ISRS pendant les 14 jours précédant les règles. Et c'est aussi efficace qu'une prise continue pendant toute la phase du cycle. En priorité, on choisit la fluoxétine ou de la sertraline. Et en seconde intention, on peut avoir les autres ISRS.
euh, et IRSNA ou tricyclique si on n'a pas d'alternative. Chez une femme qui a déjà un antidépresseur pour une autre raison, pour une dépression ou pour un trouble anxieux, on peut majorer de manière transitoire sur la période symptomatique du syndrome dysphorique prémenstruel, on peut augmenter son traitement antidépresseur, enfin son ISRS. Donc en pratique, on choisit des mesures non médicamenteuses en première intention. Néanmoins, on peut mettre, en cas d'échec, de la fluoxétine 20 mg ou de la sertraline 50 mg, soit en prise continue ou en prise intermittente, entre le 14 et le 28e jour, mais on peut aussi faire des prises uniquement en si besoin, c'est-à-dire dès que les femmes commencent à sentir les premiers symptômes du trouble dysphorique prémenstruel. Ça peut être utile de faire un agenda peut-être pour qu'elles ciblent sur combien de jours de leur cycle elles auraient besoin du traitement. Ça peut être utile chez les femmes qui ont un intervalle court symptomatique. Et en cas d'inefficacité, on peut discuter d'autres options comme des oestrogestatifs ou des analogues de GnRH. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est une pratique que vous... Oui, c'est assez peu connu. En fait, la littérature scientifique montre très clairement que c'est les IRS hein, qui sont à prescrire en première intention si les mesures non médicamenteuses n'ont pas été efficaces. Et ça vient même avant les mesures, du coup, les prises en charge hormonales, en fait, en réalité. C'est assez efficace. On a une très bonne efficacité qui est très rapide. Il y a des études qui montrent que dès 1 à 3 heures, du coup, dans des suites de la prise, on peut avoir une amélioration symptomatique. Euh, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir la physiologie. En fait, la physiopathe est assez simple à comprendre en plus. Et en gros, vous avez vraiment quelque chose qui est assez facile d'utilisation. Pour la question concernant les risques de sevrage, en fait, les risques de sevrage sous antidépresseurs, ce qu'on appelle le syndrome de retrait en réalité, il est plus marqué sous certains antidépresseurs, notamment la venlafaxine et la paroxétine. Là, si on est dans une utilisation de fluoxétine notamment, qui est recommandée, vous avez en fait un antidépresseur qui est pas trop sujet au syndrome de retrait, parce qu'en fait, il a une demi-vie très longue, donc en gros, il a une espèce de sevrage naturel. Vous n'avez pas besoin de le sevrer avec une titration. Et en gros, il est quand même, ça expose beaucoup moins les patients à un syndrome de retrait. Et ensuite, les syndromes de retrait sont aussi plus marqués, la fréquence est plus importante si vous avez un traitement qui est utilisé depuis très longtemps. Donc, dans une utilisation comme ça, ponctuelle, sur à peu près, alors certes, on peut se dire que c'est assez fréquent, parce que finalement, ça revient tous les mois, mais vous êtes peu exposé à un syndrome de retrait, et dans la balance bénéfice-inconvénient, vous restez extrêmement gagnant. Un rapport bénéfice-risque. J'ai 2 patients dans ce cas-là, elles sont très bien sous fluoxétine, ne veulent pas le stopper. Combien de temps dois-je leur laisser jusqu'à la ménopause? Euh, c'est une très bonne question. Très bonne question. C'est vrai que moi, je ne me suis pas trop posé. Ben, moi, je me pose la question, par exemple, pour les patients qui sont sous troubles anxieux, enfin, qui ont troubles anxieux, qui sont sous ISRS au long cours, hein. Il y a des patients, euh, même certains qui font le choix, je ne sais pas si tu as des patients comme ça, qui font le choix de mettre de côté la psychothérapie en disant, mais en fait, je suis tellement peu symptomatique avec le traitement, je fais le choix de garder le traitement et puis le dire c'est un traitement à vie, hein. On est dans des cas de figure en fait où il n'y a pas de consensus ou de définition ou de recommandation claire sur combien de temps il faut le garder. Et donc là, on va être vraiment dans une réflexion, je pense, au cas par cas, avec une évaluation éventuellement des effets indésirables chez du coup, le ou la patiente, enfin la patiente, excusez-moi, dans ce cas de figure, et avec vraiment derrière moi je dirais au cas par cas, discuter avec elle, euh, et vous pouvez leur laisser jusqu'à du coup, effectivement, moi ça me choque pas en tout cas de garder des traitements au long cours sur des indications comme ça où il n'y a pas de consensus clair sur les durées, c'est un bénéfice évident dans la qualité de vie du patient. Euh,
Après, ce que je me dis, donc là, vos deux patientes, elles sont sous fluoxétine de manière continue. Chez des patientes comme ça, le fait d'avoir le traitement si besoin peut permettre aux patientes de se manager et même à un moment d'arrêter de prendre la fluoxétine sans même s'en rendre compte si toutefois elles ne sont plus symptomatiques, hein. Euh, le syndrome prémenstruel comme les variations hormonales euh, bougent tout au long de la vie d'une femme. Les répercussions hormonales qu'on a à 15 ans ne sont pas celles qu'on a à 50 ans. Donc, ça ne veut pas forcément dire toute sa vie. Peut-être que un mode de prescription vraiment à la demande chez ce genre de femme peut permettre un arrêt un peu spontané sans même qu'elle s'en rende compte, hein. Ça fait un intermédiaire entre la Mm. prise continue et un arrêt total. Ça peut être assez intéressant. Après, comme ce cas de figure est assez fréquent de patients qui ont un bénéfice sous un traitement psychotrope et qui veulent plus du coup l'arrêter, ça se questionne. On regarde vraiment s'il y a des recommandations spécifiques et ce qu'il y a vraiment un intérêt à garder. Ça, on a des choses extrêmement claires dans la dépression, mais c'est beaucoup moins clair dans tous les autres troubles. Mm. Tout à fait. Là, par exemple, dans ce cas de figure-là, je n'ai pas retrouvé de recommandations de durée. Il faut vraiment les accompagner sur vraiment leur dire, bah, de toute façon, vous pourrez jamais, en fait, finalement, vous rendre compte si le patient, si le traitement n'est pas devenu, au-delà de son effet, en fait, juste une super stratégie de rassurance. Euh, voilà, j'essaie de reparler dans le micro. Je disais vraiment, dans cette situation particulière de nos patients qui veulent plus se départir de leur psychotrope, parce qu'ils ont un bénéfice important, et on ne sait plus trop 2 ans, 3 ans, 4 ans après, est-ce que vraiment c'est toujours indiqué, mais eux, ils sont très accrochés à leur traitement, ça leur a tellement apporté un bénéfice qu'ils ne veulent pas du tout le lâcher. Il faut vraiment expliquer que à partir d'un moment, nous, on ne sait plus si le traitement il a vraiment une efficacité pertinente pour eux ou si c'est pas une super stratégie de rassurance et qui en fait les rassure plus que vraiment n'a un vrai effet. Euh, et donc, du coup, on va leur préconiser de quand même faire des essais de diminution, au moins de dose dans un premier temps. Là, dans ce cas de figure, vu qu'on peut faire des utilisations intermittentes, bah, proposer des utilisations intermittentes jusqu'à petit à petit qu'ils se rendent compte de par eux-mêmes que finalement, il y a 100, ça se passe aussi bien, ou avec moins, ça se passe bien. Et comme ça, vous les accompagnez petit à petit vers effectivement un désengagement du traitement. Après, dans la plupart des cas, avec des antidépresseurs, le maintien au long cours n'est pas catastrophique, dans tous les cas, n'est pas dangereux. Oui, hors AML. Donc non, c'est. Après, Alors, vu le prix des ISRS, voilà. Après, vous mettez un IRS sur une ordonnance, bon, oui, vous n'êtes pas obligé de marquer hors AMM à côté, hein. oui, mais ça coûte quand même moins cher que de l'homéopathie. Parce que- Oui, oui. Donc, Donc oui, hors AMM. est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la thématique suivante? On enchaîne alors. Alors, sujet suivant, ce qu'on appelle l'éjaculation précoce ou l'éjaculation du coup prématurée. Donc, vous allez voir, c'est un cas de figure dans lequel il va y avoir la place à nouveau des antidépresseurs. Donc, on commence par un cas clinique pour échanger un peu pareil sur votre pratique ou sur vos réflexes, sur un peu ce que vous faites déjà dans ce cas de figure. Je vous poserai également la question si c'est fréquent dans votre pratique ou si c'est un sujet qui est abordé fréquemment. Et le cas de figure, je vous fais un cas de figure caricatural. Un patient de 28 ans qui consulte du coup et il se plaint d'une éjaculation très rapide du coup lors de ses rapports survenant dès la pénétration. Et ça entraîne chez lui vraiment une gêne importante. Il est frustré, c'est compliqué, il y a une répercussion fonctionnelle dans son couple. Voilà. Vous ne retrouvez aucune cause organique et vous mettez en évidence voilà, une forme d'éjaculation prématurée, ce qu'on appelle le secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, au cours de sa vie, ce n'était pas le cas sur ses premières expériences sexuelles, voilà, et ça arrive là vraiment dans sa relation actuelle, et qui est par contre là systématique, c'est-à-dire voilà, qui a lieu aussi bien pendant du coup ses rapports sexuels que lors de son activité masturbatoire. Et donc là, voilà, moi c'est ce que je vous demande là. On va détailler ensuite ce qui est possible, mais voilà, qu'est-ce que vous proposez à ce patient? Oui, il y a des causes organiques possibles. Si on regarde en détail, il y a des causes organiques, en effet.
Il y a des causes organiques, normalement d'hypersensibilité de certaines voies nerveuses, d'hypersensibilité du coup, notamment au niveau du coup du gland qui sont retrouvées. Et vous avez d'autres causes, alors je les ai pas toutes détaillées parce que c'est pas mon champ d'expertise numéro un, mais il y a des choses il y a des causes organiques possibles. C'est pas les plus fréquentes, hein. Alors il y a une proposition d'un traitement antidépresseur en essayant de jouer sur les effets secondaires. Ok, d'accord. Et on va chercher du coup l'anorgasmie qu'on peut retrouver chez certains traitements antidépresseurs. Ouais, on va voir, hein, bien sûr que ça va. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça vous arrive fréquemment dans des situations comme ça? Alors j'imagine que ça doit pas être très fréquent, mais est-ce que vous en voyez quand même? Est-ce que vous avez des patients qui viennent avec ce type de plainte? Ou est-ce que vous tombez dessus par hasard des fois en questionnant du coup les effets indésirables ou les difficultés sexuelles? D'accord, pas initial. Ok, ça vient de manière secondaire. Ok, d'accord. Bon, bah, on va détailler tout ça. Hop. Alors, je fais un petit rappel d'abord sur ce qu'on appelle l'éjaculation prématurée. En fait, il faut un peu se méfier parce qu'on ne trouve pas de consensus scientifique sur la définition stricte de ce qu'est l'éjaculation prématurée. Je vous en propose quand même une dans ce que j'ai pu trouver qui me semble être ce qu'on pourrait considérer comme entraînant une gêne vraiment fonctionnelle pour la personne et qui semble assez, en tout cas, euh, pouvant être en tout cas considérés. Là, je mets une petite. Comme il n'y a pas de définition consensuelle, on va toujours se baser sur le fait qu'il faut qu'il y ait une gêne pour la personne. S'il n'y a pas de gêne pour la personne, on ne va pas considérer que c'est un trouble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il y ait du coup une éjaculation qui survient systématiquement ou presque systématiquement avant ou dans la minute qui suit du coup la pénétration lors d'un rapport sexuel, et avec du coup une incapacité à retarder l'éjaculation dans toutes ou presque toutes du coup les situations sexuelles et notamment de pénétration. Et il va y avoir des conséquences fonctionnelles. C'est-à-dire que vous voyez, si j'ai la première partie de ce que je vous décris, mais qu'il n'y a aucune gêne pour l'individu, on ne va pas considérer qu'on est dans une situation problématique. Même si on pourrait se dire que d'un point de vue purement voilà, physiologique ou de normes de temps, etc., on pourrait être dans un cas de figure problématique. Si ça n'est pas problématique pour le patient, on ne va pas s'embêter. Est-ce que je veux dire? Bon, dans la plupart des temps, si on est vraiment dans ce cas de figure que je vous ai décrit, ça va quand même être problématique du coup pour le patient. On peut considérer, il faut toujours ne pas hésiter à explorer est-ce que c'est primaire, est-ce que finalement, voilà, c'est des choses qui ont toujours été là, est-ce que je veux dire, ou est-ce que c'est apparu de manière secondaire, voilà. Si c'est secondaire, c'est vrai qu'on va quand même toujours avoir plutôt une réflexion sur une composante effectivement psychologique. Il va falloir rechercher ces éléments-là. Et est-ce qu'elle est systématique? Donc, est-ce qu'elle a lieu uniquement, enfin, dans toute situation en fait de stimulation sexuelle, notamment masturbatoire et du coup l'activité du coup sexuelle de couple? Ou si du coup elle est plutôt situationnelle. Bien sûr, quelque chose qui est situationnel va à nouveau nous orienter plutôt vers une cause psychologique. Les chiffres, je vais vous donner un chiffre qui peut paraître assez important. 20 à 30% des hommes, c'est à prendre avec des pincettes. C'est qu'en fait, c'est très compliqué d'évaluer, de faire une étude, d'arriver à trouver des éléments qui donnent un peu des durées. Souvent, c'est recueilli à partir des durées rapportées. Et en fait, si on regarde, il y a certaines études plus précises qui montrent des durées, je vous l'avais mis avec pour un ordre d'idée une durée moyenne du rapport sexuel qui est à 5,4 minutes entre le début de la pénétration et l'éjaculation. Vous allez avoir en fait d'autres études qui sont uniquement sur des propos rapportés et pas avec des mesures voilà, suivies, qui elles rapportent, voilà, les hommes rapportent des durées de 22, de 30 minutes, etc. en moyenne, alors que bon, probablement que dans la réalité, on est dans des choses effectivement qui sont plutôt autour des 5 à 7 minutes, et avec voilà, une proportion en tout cas d'hommes qui est probablement non négligeable, où effectivement on a une plainte en termes de durée. Alors voilà, à partir du moment où il y a une plainte, j'ai envie de vous dire, même si la personne arrive à vous dire bah, je suis à 2, 3 minutes, etc., prenez-la quand même en considération et questionnez-vous sur effectivement ce qu'on va pouvoir leur proposer, même si c'est pas une minute, comme je viens de vous dire. Il faut vraiment basez-vous sur la plainte. Bien sûr, si le patient vient vous dire bah voilà, moi ça dure que 15 minutes, c'est la catastrophe, etc. Bon, là, bien sûr, on va peut-être pas se précipiter du coup sur le traitement, mais on va faire un peu de psychoéducation. Donc, en fait, ça va vraiment augmenter significativement le délai avant éjaculation. Et selon les traitements, ça peut multiplier par 3 ou 8 le délai avant éjaculation. Et donc, ça va vraiment avoir un effet normalement assez marqué
Voilà. Vous avez l'habitude de le voir plutôt dans les effets indésirables, en effet. Et en fait, là, on va utiliser ces propriétés. Donc, c'est des modulations de la sérotonine en réalité. La sérotonine est impliquée en fait dans la capacité qu'a l'individu à pouvoir, en tout cas, euh, moduler son excitation en réalité, et du coup pouvoir contrôler dans une certaine mesure son éjaculation. Et donc, un déficit sérotoninergique qu'on retrouve souvent d'ailleurs chez nos patients anxieux ou chez des patients du coup qui sont dans un état de stress et bien du coup, en fait, en réalité, va favoriser le fait d'avoir plus de difficultés à contrôler l'éjaculation, peut favoriser du coup la survenue du coup de difficultés type éjaculation prématurée avec leurs conséquences, qui souvent amènent des difficultés qui à nouveau mettent l'individu dans un état de stress du coup supplémentaire, qui du coup anticipe le prochain rapport. Et vous voyez bien qu'on rentre dans un cercle vicieux avec une petite base à la fois psychologique mais physiologique, et dans lequel bah, les traitements vont avoir une place mais dans lequel effectivement les abords plutôt aussi psychologiques d'explication vont également avoir une place très importante. Euh, on a des choses qui existent locales, en fait, en traitement local avant, et bien sûr les prises en charge comportementales et psychologiques qui sont indiquées, qui sont plutôt de l'ordre de la première intention. Et si ça fonctionne pas, vous pouvez aller, ou si c'est très compliqué à mettre en œuvre parce que le patient il n'a pas accès à quelqu'un qui est qualifié pour proposer une prise en charge sur le sujet. Voilà, s'il a déjà essayé les traitements locaux, c'est plutôt des traitements un peu anesthésiants qui sont à mettre sur le blanc en gel ou autre, et qui du coup peuvent aider un petit peu à contrôler plutôt l'excitation. Dans les études scientifiques, ça montre quand même un taux de succès qui est quand même assez limité, hein. Et du coup, on va prescrire du coup, et vous pouvez du coup prescrire dans cette indication des ISRS. Ils peuvent être prescrits de deux manières, de façon continue ou à la demande. Euh, L'étude montre que quand même la prescription continue a un niveau d'efficacité plus élevé chez les patients. Donc en pratique, on informe et on rassure, voilà, on évalue quand même un peu ce qu'il vous dit pour pas rester que sur la plainte et voir si vraiment il y a vraiment une base physiologique ou si c'est pas plutôt une construction lui sur sa sexualité qui se dit qu'il est pas assez performant, qu'il y a un truc qui colle pas, alors que finalement vous vous rendez compte en le questionnant que bah, c'est dans les normes, il y a pas vraiment de problématique et vous essayez ensuite, vous allez du coup dans ce cas de figure pas forcément sur des aspects de traitement, bien sûr les mesures non médicamenteuses et ensuite les ISRS. En fait, en France, on a accès à un traitement qui n'est pas remboursé, qui est indiqué dans cette indication spécifiquement, hein, qui s'appelle la dapoxétine, qui est un inhibiteur capture de sérotonine, qui n'a pas d'indication dans la dépression, mais qui est utilisé uniquement pour l'éjaculation prématurée. Alors, il a quelques petites contre-indications, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, épilepsie, troubles cardiaques, etc. Mais voilà, il existe, il n'est pas remboursé. J'ai pas regardé, j'aurais dû vous regarder le prix, j'ai pas regardé si vous êtes amené à devoir le prescrire, je vous laisserai regarder. Voilà. Bien sûr, vous avez des alternatives à proposer hors AMM qui sont de pouvoir proposer de la paroxétine, qui est un des plus efficaces dans cette indication, de la sertraline ou de la fluoxétine. Dans la prise qu'on dit à la demande, que vous pouvez faire et qui est indiquée avec la dapoxétine, et avec les autres, on peut le faire aussi, c'est 1 à 3 heures avant le rapport sexuel. Moi, dans pratique, j'essaye de préconiser plutôt des prises continues pour un peu, moi, en parallèle, pouvoir faire un travail plutôt psychologique aussi sur le sujet. Euh, et l'autre aspect, c'est que du coup, la prise continue, elle évite l'espèce d'anticipation anxieuse du rapport sexuel. Elle évite d'être dans quelque chose, voilà, qui est quand même qui va casser aussi toute spontanéité un peu dans la vie intime du patient. Donc, bon, moi, je privilégie quand même, surtout quand on fait un travail aussi psychologique, un aspect où on va plutôt le mettre en continu. Mais bien sûr, vous avez le choix hein, et vous en discutez avec votre patient qui peut lui aussi avoir une préférence. Il y a une balance quand même, surtout si vous êtes en prise continue, bénéfice-risque à faire, bien entendu, de l'antidépresseur. Et on le verra dans la partie d'après, il faut se méfier un peu parce que, euh, en fait, l'antidépresseur peut vraiment aider dans cette indication, mais il a aussi comme effet indésirable une altération, cette fois-ci, de la libido. Et donc, en fait, en voulant essayer d'aider le patient avec l'IRS sur la question, en tout cas, de retarder l'éjaculation, on va malheureusement pouvoir un peu altérer de manière globale sa libido. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, bon, on va essayer faudra être vigilant en fait sur la balance vraiment bénéfice-inconvénient. Donc, la dapoxétine, c'est ce que je vous ai dit, et les autres antidépresseurs plutôt en seconde intention. Donc, bon, je ne vous remets pas le cas clinique parce qu'on l'a évoqué, mais voilà. Est-ce que sur ce sujet, vous avez du coup des questions? Euh, donc, 1 à 3 heures avant, ça, je réponds à la question sur combien de temps avant, c'est 1 à 3 heures avant.
Idem, je précise, au même titre que le syndrome prémenstruel, l'effet en fait là du traitement est complètement indépendant de son effet antidépresseur. C'est uniquement grâce en fait à la modulation de la sérotonine. Hmm. Bon, ok. En tout cas, gardez en tête que c'est quand même très facile à utiliser. Donc, si vous avez des patients qui ont cette plainte, n'hésitez pas à aller sur voilà. Idem, souvent, je vous donne deux précisions. Les patients ont ensuite un peu de mal à se dire qu'ils vont l'arrêter parce que c'est anxiogène pour eux. Et il y a un deuxième aspect à prendre en considération, c'est que sur le long cours, s'il n'y a pas de travail psychologique qui est fait sur le sujet, surtout s'il y a un impact d'anticipation anxieuse sur des profils anxieux, en fait, on a tendance à voir que l'effet ultra bénéfique, une espèce de lune de miel qu'on observe sous traitement initial, finit petit à petit par s'estomper. Donc, n'oubliez pas quand même, si vraiment sur un profil pas trop anxieux, c'est vraiment transitoire, il y a vraiment, on peut des fois se passer du suivi psychologique. Mais si vous voyez que c'est quand même sur un profil anxieux, que ça traîne, que c'est très ancien, probablement que vous aurez certes un bénéfice de donner un antidépresseur, mais on pourra pas faire l'économie d'une prise en charge psychologique. Et que probablement qu'au bout d'un moment, faut informer votre patient. Si vous faites pas de prise en charge psychologique, le risque, c'est qu'au bout d'un moment, même avec le traitement, euh, vous allez retrouver à nouveau des difficultés de contrôle de votre éjaculation. Alors, je passe au sujet suivant qui est dans la même thématique, mais cette fois-ci sous un angle différent, qui va être bah, voilà, les troubles probablement de la libido. Alors, j'ai fait exprès de vous mettre troubles de la libido parce qu'en réalité, c'est des fois abordé de cette manière-là. Il faut bien considérer en fait qu'on va parler de troubles sexuels au sens large. Et dès que vous parlez sexualité avec vos patients, vous allez toujours explorer les trois dimensions entre guillemets physiologiques de la sexualité, qui sont un, la libido. Donc la libido, c'est la capacité à avoir du désir, à avoir des envies sur le plan sexuel. Vous avez ensuite l'excitation physique, qui est l'érection chez l'homme et qui est du coup la lubrification chez la femme. Et vous avez l'orgasme, qui, homme ou femme, c'est la capacité à avoir un orgasme. L'éjaculation chez l'homme, l'orgasme chez l'homme. Et sous le terme souvent trouble de la libido, on a tendance à tout mélanger. Et moi, vraiment, je vous conseille, ça c'est un conseil plutôt de pratique clinique, dès que vous questionnez, vous allez sur ce sujet, ou si le patient vient vous dire j'ai des troubles de la libido, j'ai des troubles sexuels, allez rentrer dans le détail et expliquez-leur qu'en fait, on peut considérer qu'il y a trois dimensions et demandez-leur sur quelles dimensions ils ont des difficultés et de leur faire préciser. N'abordez pas voilà, les choses de manière par pudeur ou autre, parce qu'en fait, vous allez passer à côté peut-être du problème en faisant une espèce de bouillie ou de mélange, voilà. Et le patient, il mélange aussi des choses, hein, d'accord? Donc le patient, des fois, il vous dit qu'il a des difficultés en termes de libido. En fait, il part très clairement d'une difficulté érectile ou une difficulté d'un orgasme. Donc faites préciser. Et pourquoi on en parle ce soir? C'est parce que malheureusement, bah, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, des fois c'est une aide, mais en fait, dans l'ultra majorité des cas, le traitement antidépresseur va être une cause d'effets indésirables sur le plan sexuel. Et les traitements antidépresseurs peuvent perturber les trois composantes que je vous ai citées. Ça peut baisser la libido, ça peut entraîner une difficulté à avoir une excitation physique du coup satisfaisante ou qui permet du coup une activité sexuelle, et ça entraîne une anorgasmie, ou en tout cas cette fois-ci un retard. On l'a vu, ça pouvait être intéressant, mais en fait, ça peut entraîner un retard en tout cas à l'obtention en tout cas d'un orgasme qui est quand même assez gênant. Là, je vous ai mis des petits tableaux, c'est plus pour vous. Voilà, c'est des chiffres qu'on retrouve dans certaines études et c'est pour vous montrer qui distinguent bien, vous voyez, les trois composantes de la sexualité, sur quel aspect le traitement et sur quel type, finalement, de composante de la sexualité le traitement a le plus d'effets indésirables. On voit d'ailleurs, si vous regardez voilà, les différents chiffres, que quand même c'est extrêmement souvent les aspects d'excitation qui sont touchés et les aspects de libido, et qu'en fait les aspects d'atteinte de la capacité à avoir un orgasme sont en fait finalement pas forcément les plus fréquents. En pratique, du coup, et là, ça va être plutôt dans une réflexion sur la surveillance, ou le fait d'aborder de manière importante ces effets indésirables avec vos patients. Il faudra vraiment que vous questionnez, surtout si vous vous posez la question dans un trouble anxieux, dans finalement dans une dépression, de prescrire un antidépresseur, questionnez avant l'introduction de l'antidépresseur où est-ce qu'on en est au niveau de la sexualité. C'est normalement une question qu'on pose dès qu'on évalue la dépression parce que ça peut faire partie des symptômes dépressifs. Mais voilà, c'est pas forcément abordé de manière systématique ou les patients, ils éludent un peu la question. Donc, n'hésitez pas à la poser avant en expliquant que les traitements, voilà. Moi, j'explique souvent à mes patients que c'est peut-être pas leur préoccupation du moment. Souvent, dès qu'on est amené à discuter d'un antidépresseur, on est souvent essayé de soulager quand même une gêne fonctionnelle importante, anxieuse ou dépressive.
Et donc, ils sont pas vraiment là pour l'instant à penser à leur sexualité. Voilà. On leur dit par contre que c'est possible et on leur demande de ne pas hésiter à nous prévenir s'ils estiment qu'ensuite, et que ce sera à nouveau plus dans leurs préoccupations, de nous dire s'ils trouvent qu'il y a une altération ou une modification de leur sexualité. Et on va privilégier des molécules, certaines molécules. Donc, il y a certaines molécules à connaître pour moins de risques, et notamment deux molécules à garder en tête, la myrtazapine et la vortioxétine, le fameux Brintellix. Donc, la myrtazapine, c'est le Norset, c'est le fameux dont on a parlé tout à l'heure, de la même famille que le Nuancérine à prendre au coucher, qui a des propriétés sur le sommeil. Mais je vous le rappelle, pas de bol, il augmente bien l'appétit, celui-là. Donc, c'est pas accepté par tous les patients. Et le deuxième, qui est la vortioxétine, qui est plus récent, qui, tant que vous le prescrivez à moins de 15 mg par jour, est censé ne pas avoir d'impact sur le plan sexuel. Qui est, moi, en pratique clinique, celui que je privilégie aujourd'hui dès que je veux éviter pour mon patient les difficultés sur le plan sexuel, ou s'il y a une plainte et que je suis obligé de switcher pour diminuer les aspects sexuels. Et en pratique, donc voilà, qu'est-ce que vous faites si vous découvrez ou si vous avez un patient qui se plaint d'effets indésirables sexuels sous antidépresseurs? Bah, d'abord, on attend, parce que si on est dans le début du traitement, vous êtes dans la phase où le corps est en train de s'habituer du coup à la modulation sérotoninergique que vous êtes en train d'induire, et du coup, c'est normal que ce soit perturbé en fait dans ces moments-là, et ça peut ensuite évoluer spontanément de manière résolutive. Si ça n'évolue pas spontanément passé ce délai, là voilà, on peut passer aux étapes d'après. Euh, Ensuite, on a les stratégies de baisse de dose qui sont possibles, aucun problème. Souvent, les effets indésirables sont dose dépendants, donc on peut essayer. Ça, c'est pas vraiment au début de traitement, mais c'est souvent ensuite dans la suivi ou la continuité du traitement, on peut baisser les doses. Ensuite, bien sûr, changer vers un traitement mieux toléré. Alors, c'est souvent pas des choses qu'on fait tout de suite, dès que l'objectif, c'est vraiment de plutôt casser voilà, une dépression sévère avec des idées suicidaires. Bah, ça va pas être vraiment notre, les arguments qu'on va utiliser, vous voyez, pour les changements. Mais après, effectivement, dans le suivi, c'est clairement une stratégie qu'il faut utiliser. Euh, Dès qu'on a bien détaillé le problème, si vraiment on est dans un problème plutôt de dysfonction érectile isolée, vous n'êtes pas obligé du coup d'aller faire les changements de dose, etc. Essayez dans un premier temps plutôt du tadalafil ou du sildenafil, voilà, pour essayer de corriger. Souvent, ça marche bien et il n'y a pas forcément besoin d'aller modifier votre antidépresseur. Euh, et ensuite, on a des euh, alternatives qui sont pour moi et dans ce qu'on sait d'un point de vue scientifique. À l'alternative 1, elle a en fait peu de validité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire on fait 48 heures sans prise et on essaye d'anticiper d'avoir, du coup, dans les suites des 48 heures, effectivement, bah, une activité sexuelle. Euh, alors, pareil, hein, ça casse toute spontanéité de la vie sexuelle du patient, mais en plus, ça marche pas très bien. Ouais, ce que je veux dire, c'est que voilà. Voilà. Et en plus, on s'expose vraiment à des symptômes, à des syndromes de retrait, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc, vos patients vont peut-être lire ça dans un coin, vous allez peut-être lire ça dans un coin. Vraiment privilégier plutôt ce que je vous ai montré précédemment et vraiment informer-leur que ça marche pas bien. S'ils veulent coûte que coûte faire leur essai, qu'ils fassent leur essai en leur informant qu'il peut y avoir un syndrome de retrait. Mais voilà, moi, au début, c'est ce que je conseillais à mes patients parce que j'étais un peu frileux à leur changer. Ce que je veux dire, on ne pouvait pas trop baisser la dose. Et en fait, moi, c'est de manière assez cohérente avec ce qu'on retrouve dans la littérature. Moi, j'ai aucun patient chez lequel ça a marché, ce type de stratégie. L'alternative 2, elle n'a pas de problème, elle, en termes de consensus scientifique, parce qu'elle est validée scientifiquement, mais on revient sur une molécule qui est disponible en France, mais qui n'est pas remboursée, qui est le bupropion, qui est un traitement en fait qui n'a pas d'effet sérotoninergique et qui est un antidépresseur. Euh, donc, si vraiment il n'y a pas d'autres alternatives, si vous n'êtes pas frileux de prescrire des molécules comme ça, si votre patient est OK, voilà, c'est un traitement qui a eu un moment une recommandation et qui l'a toujours d'ailleurs dans l'aide au sevrage, mais en fait qui est uniquement un modulateur de la noradrénaline et de la dopamine. Voilà, pour information, ça coûte 100 euros les 2 mois ou le mois de c'est 100 euros les 2 mois à la plus petite dose et 100 euros le mois de traitement à la dose maximale. Est-ce que sur ce sujet, vous aviez voilà, des questions, des remarques Ça, c'est très fréquent. Ça, c'est extrêmement fréquent si on questionne nos patients sous antidépresseurs. Est-ce que moi, tu veux répondre d'ici là? Non, non, oui, je sais Euh, Il n'y a pas de recommandation, en effet. Donc, il n'a pas d'indication dans le traitement du trouble anxieux. Je ne suis pas allé vérifier si les anglo-saxons ont mis
dans la recommandation. Je suis pas sûr. Il faudrait aller vérifier si les Américains qui utilisent, c'est pas impossible. Je vais regarder un peu, on va regarder pour vous répondre. En tout cas, après, c'est plus une expérience clinique. J'ai l'impression que c'est lié à la même expérience clinique que moi. Moi, j'en ai mis dans les troubles anxieux et j'ai des très mauvais résultats. On va regarder. Je vais regarder. Je regarde. Dites-donne ton expérience. Mon expérience, c'est que ça marche pas. En tous les cas, vaut mieux un bon ISRS pour un trouble anxieux. Pour moi, bon, ça ne fonctionne pas. Bon, Pierre va vous dire si les Américains ont validé dans l'indication du trouble anxieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah ouais. Donc, il n'y a pas de recommandation, on ne s'est pas utilisé sur les troubles anxieux. Donc, il y a pas il y a des études qui montrent que ça peut avoir un intérêt, mais il n'y a pas suffisamment d'études pour l'instant pour le valider. Et donc, pour l'instant, ça n'a pas obtenu de validation, y compris chez les Américains, dans les troubles anxieux. Sur les effets indésirables sexuels, vous avez, vous, une façon de faire habituelle dès que vous êtes face à ça? Moi, je trouve que c'est une question qu'on pose moins, comme moi dans ma pratique courante, moins chez la femme que chez l'homme. Je trouve que chez l'homme, ça peut être rapidement source de perte d'alliance ou d'arrêt de traitement de manière prématurée quand c'est pas pris en compte. Oui, ça dépend de où est-ce qu'on en est au niveau. Ouais. Bah, souvent, quand ils vont mieux, ils se réintéressent un peu à leur sexualité. Donc, c'est souvent dans ces moments-là que les questions peuvent aussi émerger. Voilà. En Mais fait, ouais, vas-y. non, juste, donc la question c'est, ça coïncide avec l'amélioration clinique, donc on commence à diminuer. En règle générale, l'amélioration clinique des patients, c'est à la huitième semaine, entre 8 et 10 semaines. C'est quand même beaucoup trop tôt pour baisser le traitement en théorie, hein. Euh, et si on est déjà en train de se poser la question de baisser le traitement, je me pose presque la question de faire un switch là, hein. La baisse de traitement qu'on a évoquée, elle doit vraiment être considérée plutôt en phase de consolidation. Elle doit vraiment, dès que vous êtes comme ça encore dans une phase vraiment précoce de traitement, même s'il y a une amélioration, hein, qui est observée, c'est pas conseillé de diminuer à ce moment-là. Donc, auquel cas, si vraiment le patient il est très gêné par ça, ça va être, ça va être plutôt un switch vers une molécule. Voilà. Et là, vous avez le luxe de le faire parce qu'il va bien. Enfin, il va bien, il va mieux. Il va mieux. Donc, vous avez un peu plus de latence pour être justement plutôt dans un relais. Il a déjà une imprégnation par le traitement en cours. Le relais, il va pouvoir se faire. Il va pas rester sans traitement ou sans modulation, en tout cas par un traitement du coup antidépresseur. Donc, c'est plus confortable. Et dans ce cas-là, vraiment plutôt un switch. Ouais. Les baisses, c'est vraiment plutôt en phase de consolidation. Pour une dépression, c'est qu'on a déjà bien 6 mois de traitement et qu'on est en train de se dire on diminue et on va vers l'arrêt du traitement. On passe du coup au sujet suivant. Pas d'autres questions ou de remarques sur ce point-là. Ok. Donc, je passe sur l'impulsivité, irritabilité et colère. Euh, je vous redéfinis un peu ce que c'est, parce que c'est des notions un peu distinctes qu'on a tendance également à mélanger. L'impulsivité, c'est une tendance en fait de réaction extrêmement rapide et spontanée, sans considération préalable sur les conséquences. L'irritabilité, c'est plutôt une sensibilité accrue à des stimuli et qui entraîne des réactions de frustration et de mécontentement plus importantes que vraiment le stimuli devrait générer. Et la colère, c'est vraiment une émotion intense, voilà, souvent associée à une perception de menace, d'injustice ou de frustration, et qui est associée elle, à des réelles manifestations physiologiques et comportementales qui sont vraiment objectivables et qui sont mesurables. Euh,
il y a, et donc pour ça que je l'aborde du coup ce soir, il y a l'idée que les traitements antidépresseurs peuvent avoir du coup un effet sur ces éléments-là. Donc on va voir ce qu'il en est. En réalité, si on regarde et qu'on fait la littérature scientifique, il n'y a en fait qu'un seul cas de particulier dans lequel c'est vraiment validé. Et en fait, je savais même pas que ça existait, pour vous dire. J'ai découvert ça en préparant la soirée. C'est vraiment ce qu'on appelle le trouble explosif intermittent, donc qui est défini par le DSM-5, qui, bon voilà, vous allez regarder un peu dans les caractéristiques, mais donc c'est quelqu'un qui peut être amené à avoir des moments comme ça d'agression verbale ou physique, voilà, avec des critères de fréquence, 2 fois par semaine, voilà, ou au moins 3 fois par mois, et qui a dans un niveau 2, des épisodes d'agression avec des dommages ou une destruction voilà, sur une période de 12 mois, qui a eu au moins 3 épisodes extrêmement importants. Et associé, vous voyez, à un degré d'agressivité élevé, des accès non prémédités, qui n'ont pas de but spécifique, qui entraînent une détresse marquée chez l'individu, c'est dès l'âge de 6 ans, et il n'y a pas d'autre explication, il n'y a pas de prise de toxique. Euh, dans la réalité clinique de nos pratiques, moi, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que une personne qui a uniquement comme ça, sans aucune explication, qui n'a pas d'autres troubles, qui ne prend pas de toxiques, vous voyez ce que je veux dire, et qui d'un coup, vous voyez ce que je veux dire, explose et a comme ça des choses extrêmement agressives, euh, objectivement, alors ça doit probablement exister, hein, si on nous en a fait des définitions, mais voilà, donc je suis quand même assez circonspect sur cette définition du TEI et sur la réalité en termes de fréquence. D'ailleurs, je suis allé fouiller, j'ai pas trouvé de prévalence de ce type de trouble. Euh, et souvent, la plupart du temps, on a des patients qui ont des manifestations de cet ordre-là, mais qui s'inscrivent quand même soit dans des aspects contextuels extrêmement compliqués, soit qui ont des éléments de vulnérabilité psychologique individuelle qui sont compliqués également, voilà, soit qui ont un trouble en fait, mental décompensé, en fait, qui sont soit dans un état souvent maniaque ou dans un état délirant, en fait. Et Ou que encore. c'est un tempérament qui rentre dans le cas d'un trouble de personnalité. Ouais, voilà. Je vous mets un TEI, mais en même temps, je vous demande d'être un peu circonspect, de pas forcément aller chercher ça, parce que souvent, quand même, dès qu'il y a de la colère ou de l'agressivité, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, à la fois personnel et à la fois contextuel, et éventuellement biologique s'il y a un trou. Et en fait, si on regarde la place des antidépresseurs, en fait, sur les éléments isolés que je vous ai décrits tout à l'heure, impulsivité, irritabilité, colère, il n'y a pas de consensus en réalité. Il y a quelques études dans le TUI spécifiquement, vous voyez ce que je veux dire? Donc dans des formes, on va vous voyez, extrêmement pures, avec aucune intrication psychopathologique ni contextuelle, qui doivent être probablement en fait rares, mais en fait, dans les autres éléments, pas d'indication. Et là où on retrouve plus d'intérêt et plus de données, c'est que si vous avez une dépression avec un niveau d'irritabilité élevé, eh ben, c'est assez intéressant quand même, les IRS. Voilà. Le fait qu'il y ait une modulation de la sérotonine est assez intéressante. Donc là, vous n'aurez pas trop de questions à vous poser parce que tous les traitements antidépresseurs qu'on a modulent la sérotonine, mais il faut qu'il y ait une petite activité sérotoninergique et ça peut aider. Et au sens large, ça nous rappelle que les antidépresseurs, une de leurs fonctions, c'est d'aider à la régulation émotionnelle. Mais si vous avez un patient, il a vraiment que ça comme symptômes, irritabilité, colère, etc. En réalité, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que si d'expérience clinique vous avez mis comme ça des IRS et que vous avez eu des bons résultats, c'est qu'en fait probablement vous traitez en fait voilà soit des éléments de dépressivité, soit des éléments anxieux, soit un niveau de stress extrêmement élevé, plus que vraiment directement l'impulsivité, l'irritabilité ou la colère. Donc en gros, si vraiment vous êtes devant une problématique d'impulsivité, d'irritabilité, de colère, il ne faut pas avoir un réflexe antidépresseur. Voilà. C'est une pratique, c'est plutôt voilà, c'est pas une pratique recommandée dans tous les cas. Par contre, vigilance, si c'est plutôt comorbide ou ça s'inscrit dans un trouble anxieux ou dépressif, bah, bien sûr que là, on pourra se dire que ça pourra même être de manière bénéfique. Ça pourrait être un bénéfice supplémentaire que le patient pourrait avoir s'il est très gêné par son impulsivité, irritabilité ou colère. Est-ce que sur ce point, vous aviez des questions? J'appuie à chaque fois sur le mauvais bouton. Bon, s'il n'y a pas de questions sur ce sujet, j'enchaîne sur le dernier point de la soirée, qui est un point que vous devez quand même rencontrer cette fois-ci, lui, plus fréquemment.
qui va être tout ce qui va être douleur neuropathique et fibromyalgie. Donc, je fais quelques rappels physiopathes et pourquoi, du coup, les antidépresseurs vont avoir une place. C'est qu'en fait, il y a deux notions à avoir dans les douleurs comme ça neuropathiques. Une notion quand même de sensibilisation centrale. Je ne vais pas rentrer dans la physiopathe, mais en fait, il faut comprendre qu'il peut y avoir une autonomisation de l'excitabilité des voies, en tout cas liée au contrôle de la douleur. Et cette hyperexcitabilité peut s'autonomiser. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sensibilisation centrale. C'est-à-dire qu'elle peut continuer à rester hyper. Il y a une hyperexcitabilité qui perdure sans stimuli et qui conduit en fait à ce que la personne continue à avoir des perceptions douloureuses en absence de stimuli ou exacerbées quand il y a un stimuli qui normalement ne devrait pas entraîner un niveau de douleur tel. Et donc du coup, on a des phénomènes qu'on appelle d'hyperalgie, d'amplification de la perception douloureuse sur des stimuli douloureux, ou d'allodynie, qui sont vraiment des perceptions douloureuses sur un stimuli neutre. Il y a plusieurs mécanismes possibles, dont un défaut d'activation de ce qu'on appelle des voies inhibitrices, et c'est là que les antidépresseurs vont nous intéresser, c'est qu'il y a une voie nerveuse qu'on appelle les voies inhibitrices descendantes, qui est censée en fait réguler la perception de la douleur et qui est modulée par la sérotonine et la noradrénaline. Et donc, c'est là où les antidépresseurs ont leur place, de manière indépendante, je rappelle, de leur effet antidépresseur. Et ce qu'on peut en montrer, là, il y a une petite subtilité à connaître, c'est qu'en fait, la sérotonine seule ne suffira pas pour aider, et qu'il faut un traitement qui a une propriété, ce qu'on appelle sur la noradrénaline et noradrénergique. Je vous passe les détails des voies voilà, qui jouent, et en fait, dans la place des antidépresseurs, et ben en fait, cette fois-ci, contrairement à toutes les habitudes qu'on a de prescription avec les antidépresseurs, ça va être on va chercher les antidépresseurs un peu plus compliqués. On va chercher du coup les inhibiteurs recapture sérotonine, noradrénaline et les vieux traitements antidépresseurs, les fameux tricycliques, qui sont en fait les plus efficaces sur les douleurs neuropathiques, quelle que soit l'indication. Les neuropathies diabétiques, post-zostériennes, radiculaires, mais également dans cette entité plus complexe qu'on appelle la fibromyalgie. Et de part, je réinsiste, voilà, ne retenez pas forcément ça, mais ça vous explique pourquoi on va sur les traitements plus complexes cette fois-ci. Et ils viennent bien sûr en complément de toutes les mesures habituelles non médicamenteuses. Les deux traitements qui sont vraiment à utiliser, à connaître et à utiliser dans cette indication, c'est le Cymbalta à 30 mg par jour, et ensuite vous pouvez monter, mais vous commencez plutôt à des petites doses, et l'amitriptyline, le Laroxyl, a commencé à 10 mg par jour au coucher, également dans cette indication, et ce de manière indépendante avec la recherche d'un effet antidépresseur, je rappelle. Souvent, c'est des patients qui peuvent être déprimés, donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups, mais dans ce cas-là, il va falloir monter un peu les doses pour aussi aller et attendre, ce que je veux dire, pour que vous ayez également du coup un effet sur un aspect dépressif. Euh, dans la fameuse fibromyalgie, c'est vraiment dans les études scientifiques le Cymbalta qui se détache du lot et qui est recommandé en première attention. Bien sûr, réévaluer systématiquement la balance bénéfice-tolérance. Et là, petit aparté, je vous le dis depuis le début, ce fameux IBAN, là, hors AMM, dans la fibromyalgie, où on est dans des cas souvent extrêmement complexes, avec des patients qui sont quand même en difficulté, qui sont dans la plainte, et dans lequel, de manière complémentaire, quels que soient les traitements que vous mettez, il y a une espèce d'asthénie résiduelle persistante. Il y a quelques bons résultats du propion, et qui à la fois jouerait sur la douleur et à la fois, de par ses propriétés dopaminergiques, sur du coup l'asthénie. N'hésitez pas à nous demander pour ça sur MGPsy et sur la boîte d'avis si vous êtes devant des situations comme ça où il y a peut-être besoin d'un petit truc à ajuster au niveau de vos traitements. N'hésitez pas s'il y a besoin un peu d'un truc un peu exotique, nous on, on vous dira, mais vraiment de manière non exotique, Cymbalta et Laroxyl. Là, c'est pour vous, si vous voulez regarder, ça vous donnera des détails sur les doses à utiliser et comment on peut jouer dessus. Ça vous montre qu'il y a deux autres traitements que vous pouvez aussi utiliser. Donc, bien sûr, il y a l'autre IRSNA, le plus classique, qui est la venlafaxine, mais les études montrent que c'est quand même un brin moins performant que la duloxétine sur cette indication. Et vous avez la myrtazapine, en fait. La myrtazapine aussi, elle a quelques propriétés. Je vous passe les détails pharmacologiques, mais ça peut être assez intéressant. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes très gêné par des effets indésirables, anticholinergiques, sous les vieux traitements ou si les IRSNA, bah, la myrtazapine est souvent en fait mieux tolérée. Voilà. Et peut aussi avoir en fait un effet sur la douleur. Donc, bon, je vous ai mis le cas clinique. Bon, c'est pour la forme, ça sera vous regarderez un peu le topo pour voir si vous avez voilà, dans vos réflexes, mais ça va être plutôt qu'on échange sur cette question un peu des douleurs chroniques et votre pratique avec les antidépresseurs dessus. Donc, idem sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, échec systématique du Cymbalta. Euh, euh, en fait, les cas de figure des douleurs neuropathiques, c'est quand même assez compliqué. Et oui, fibromyalgie, ouais. Sur les fibromyalgies. Alors, la fibromyalgie, c'est un vaste sujet. Et en fait, il y a une intrication très multifactorielle. Il faut considérer, en fait, que, nous, on va le considérer avec notre grille de lecture habituelle de psychiatre, c'est-à-dire que s'il y a probablement un trouble dans lequel il y a des composantes contextuelles, et souvent des facteurs de stress auxquels le patient est confronté, associés à des facteurs de vulnérabilité psychologique individuelle, associés à des composantes biologiques. Et toujours dans nos réflexions, nous, dès qu'on a un patient qui résiste au traitement, sur un traitement qui pourtant devrait pouvoir quand même dans une certaine mesure le soulager, et quand surtout on en a essayé plusieurs, etc., et ben on se pose, on le fait avant, mais on le fait aussi pendant, dès qu'on voit que ça bouge pas, on pose quand même raisonnablement l'hypothèse qu'il y a des facteurs psychologiques individuels, plus ou moins des facteurs contextuels, qui du coup sont des facteurs d'entretien majeurs des troubles, et ça pourrait vraiment favoriser un entretien des douleurs malgré le meilleur traitement du monde en réalité. Nous, on a des cas de figure très courants dans la dépression, dans certaines difficultés de régulation émotionnelle, dans des éléments de personnalité ou autres. Et vous avez beau mettre quelque chose qui est bien indiqué, qui d'un point de vue biologique est censé vraiment aider, en fait, vous n'avez pas de réponse. Donc, bien sûr, on a des cas de résistance pharmacologique, etc. Mais dès qu'on a mis tous les traitements du monde, voilà, bon, ça se questionne. Et le cas vraiment spécifique des fibromyalgies est quand même assez particulier. Il y a quand même un gros travail à faire où justement, en fait, il faut expliquer aux patients qu'on n'attend pas grand-chose du traitement. C'est plutôt de limiter son attente sur le traitement, d'aller plutôt essayer vraiment de le rassurer, de lui apporter des explications claires, de ensuite prendre un temps vraiment d'appropriation du traitement et d'appropriation mesurée, corrélée à des stratégies plutôt adaptatives par rapport à leur douleur. Et en fait, si on amène ça un peu doucement, on peut en tout cas faire que le traitement euh, ait un impact, en tout cas plus bénéfique au sens large dans la prise en charge. Donc, je ne saurais pas vous dire si vous avez un profil de patient tel ou de patient ou si c'est pas de bol, etc. Moi, je pense que ça vaut quand même le coup de continuer à proposer. Si le Cymbalta marche pas, bah, proposez du Laroxyl, hein, on change la classe. Euh, et quand même orienter quand même toujours des patients comme ça sur ces profils-là complexes, s'ils n'ont pas de suivi psychologique, vers un suivi psychologique. Le Ziban est non remboursé. Donc le Ziban, donc c'est le bupropion, c'est la même chose. Il n'est pas remboursé et il n'est pas remboursé également dans son indication AMM, hein. C'est-à-dire que même pour le sevrage tabagique, il n'est pas remboursé. Je me suis encore renseigné récemment, donc c'est des boîtes de 60 comprimés, de 150 mg. Et en gros, vous devez traiter à 150 mg minimum et c'est 90 € la boîte. Oui, il y a un intérêt à monter parce que du coup, on peut avoir des effets dose dépendantes. Il y a une grosse variabilité individuelle sur la réponse et sur les doses à utiliser. Et donc, si vous avez mis 10 qu'il n'y a pas de réponse et que c'est bien toléré, bien entendu, vous pouvez continuer à monter. Vous y allez tranquille, hein. Vous pouvez, en plus, là, on a l'accès au gouttes, au Laroxyl, donc on peut faire vraiment des trucs hyper fins en fonction, bien sûr, du patient, de ce que vous avez vu et de la tolérance, bien entendu. Mais vous pouvez rajouter juste une ou deux gouttes, puis vous montez tranquillement. Là, on peut faire vraiment des paliers hyper tranquilles. Moi, ouais, en pratique clinique, moi, je suis toujours un peu embêté, surtout avec la duloxétine. C'est souvent dès que vous essayez de chercher un double effet, en fait, antidépresseur sur de la dépression et antalgique. Euh, et en fait, je trouve que malheureusement, c'est rare d'obtenir quelque chose d'optimal sur les deux à la fois. Ouais, c'est ça. Et souvent, Alors, dans ce cas-là, je trouve que la venlafaxine marche mieux. ouais. Si le patient est très déprimé, c'est ce que c'est. Voilà, s'il y a vraiment un gros trouble anxieux ou s'il y a une grosse dépression, c'est vrai que souvent on trouve que le Cymbalta est moins performant pour faire tout, pour essayer d'agir sur tout à la fois. Et dans l'idée toujours d'essayer d'avoir le moins de traitements possible, vraiment l'emploi ou l'utilisation de l'avant-la-faxine là ou de la myrtazapine, comme on a vu, est quand même intéressante. Idem, hein, dès que vous êtes dans de l'emploi du Laroxyl, vous êtes quand même sur un tricyclique qui est très sédatif, qui se prend du coup au coucher, hein, c'est pas par hasard. Et si vous avez des aspects dépressifs intriqués, en plus des douleurs neuropathiques, c'est un peu embêtant de devoir traiter la dépression avec le Laroxyl quand même. Et c'est souvent, dans la plupart des cas, en fait, mal toléré dès que je vais aller chercher des doses qui pourraient avoir un effet cette fois-ci sur l'aspect dépressif.
Et auquel cas, idem, on vous redonne le conseil venlafaxine et du coup mirtazapine, qui sera beaucoup plus facile à utiliser et à monter dans des doses élevées si nécessaire. Après, il peut arriver, mais c'est pas recommandé vraiment, ça va être vraiment de la cuisine un peu individuelle. Vous pouvez essayer de combiner des antidépresseurs, mais il y a quand même pas mal de données qui montrent que vous allez être plus perdant à faire ça que gagnant, notamment par en fait des risques d'effets indésirables qui augmentent considérablement, même si vous essayez en fait, bah tiens, je garde le bénéfice d'une petite dose de Laroxyl et je rajoute un autre antidépresseur. En fait, vous cumulez les effets et c'est pas que ça, il y a une possibilité que ça marche, mais qui est quand même qui est pas bien étudiée et qui est pas recommandée. Est-ce que sur le toujours fibromyalgie, douleur, il y a des questions? Ou même, parce qu'on arrive en fin de notre présentation à des différents cas particuliers qu'on voulait vous présenter, est-ce qu'il y a d'autres questions au sens large sur l'emploi des antidépresseurs, sur les sujets qu'on a déjà abordés, ou même sur d'autres sujets, hein. On est là aussi pour y répondre. Quitter la présentation. Partage l'écran. Non, pas d'autres questions. Donc, soit on a endormi tout le monde, voilà. On a été très exhaustifs Euh, peut-être. je, je- tu peux te lancer. Alors, il y en a beaucoup, hein, des Ouais, il IRS. y a beaucoup de SRS. Quand choisir un plutôt que l'autre? Euh, En Alors, théorie moi, aménagée. Ouais, plutôt les? en fonction un peu des modalités. Moi, je vais faire plutôt en fonction des indications. Ouais. Quand on cherche un ISRS plutôt anxiolytique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est plutôt paroxétine et puis et sertraline, euh, en sachant que la sertraline sera mieux tolérée que la paroxétine. Euh, mais quand on veut traiter, par exemple, un trouble anxieux, ça fonctionne beaucoup mieux, ou bien une dépression avec une symptomatologie anxieuse importante. Quand on cherche un effet plutôt, quelqu'un qui a plutôt des symptômes d'asthénie importante au premier plan, on peut utiliser plutôt la fluoxétine dans les ISRS parce qu'on a vraiment ce côté un peu noradrénergique euh, de la fluoxétine. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'escitalopram, c'est celui qui va être le mieux toléré, bien qu'il y ait Le risque de chuter, l'agence d'allongement de du QT. mobilité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les ISRS? En fait, il y a une théorie, il y a une théorie aminergique, hein, sous les aspects du coup dépressif qui considère que, en fait, en fonction de l'effet de l'antidépresseur, vous allez pouvoir traiter certaines composantes en fait, de l'aspect dépressif. Et pour faire simple, si je distingue les différentes composantes dépressives et je fais le lien avec les neurotransmetteurs, vous aurez en fait, dans l'aspect difficulté anxio-dépressive, il y a un excès d'émotions négatives, un excès de tristesse, un excès d'anxiété, des éléments de désespoir, etc., qui eux sont dus en fait normalement, dans ce qu'on sait aujourd'hui, à une altération de la sérotonine et un taux de sérotonine trop bas. Donc dès que vous utilisez un sérotoninergique, ils vont tous normalement aider sur des difficultés émotionnelles. Ils vont tous aider sur une intensité trop élevée du vécu émotionnel. Ils vont tous normalement aider sur une composante anxieuse ou une composante de tristesse de l'humeur. Donc ça, vous ne pouvez pas vous tromper dès que vous choisissez un sérotoninergique. Normalement, ils vont devoir tous faire le boulot dessus. Après, il y en a d'autres, effectivement, il y en a qui sont un peu plus marqués que ça dans l'aspect un peu régulation émotionnelle.
notamment en fait la paroxétine, parce qu'elle a entre autres un effet un peu ralentisseur, et donc c'est un Mhm. peu plus efficace sur la composante anxieuse et l'état de stress qui est du coup associé. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être trouble cognitif, difficulté d'entrain, difficulté d'envie, difficulté de motivation et de mise en action. Donc ça, c'est vraiment le côté ralentissement, fatigue, trouble cognitif, difficulté de mise en action, ce qu'on nomme souvent sous le terme d'aboulie et d'anédonie, qui est aussi la perte d'intérêt. Et ça, c'est plutôt la modulation, ce qu'on appelle noradrénergique, dopaminergique. La sérotonine, indirectement, elle joue dessus. Mais vous avez aussi certains traitements qui jouent aussi un peu directement dessus. Donc, classiquement, vous avez les vieux, comme on a dit, les tricycliques et les IRSNA, parce que de base, ils le font. Mais certains IRS le font aussi un peu. C'est pas marqué qu'ils le font, mais en fait, on peut le savoir. Vous avez effectivement la fluoxétine qui le fait, et c'est pour ça que ça peut booster. Et devant quelqu'un qui a une symptomatologie très ralentie, avec vraiment une aboulie, une adénonie, c'est intéressant. Euh, mais ça va être vraiment ce qui sort un peu du lot, parce que après, ça se vaut, ça se vaut. Et il y a eu pas mal d'études qui essayent de montrer ça. Nous, en pratique clinique, on trouve que c'est vrai. Moi, je trouve vraiment que ça change quelque chose, que ça fonctionne d'essayer d'adapter comme ça l'IRS un peu en fonction du profil. Et pour faire simple, vous voyez, vous distinguerez des choses anxieuses, ce qu'on qualifierait donc les troubles anxieux ou ce qu'on appelle les dépressions anxieuses un peu accélérées, entre guillemets, avec des gens irritables, des gens très anxieux, versus des dépressions qu'on appellerait ralenties où au premier plan, c'est le ralentissement psychomoteur. On mettrait plutôt de la fluoxétine dans les dépressions ralenties, vous voyez, ou on mettrait plutôt de la paroxétine dans une dépression anxieuse. Mais en fait, en réalité, si vous voulez pas vous casser la tête, vous mettez aussi les autres. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous faites pas d'erreur, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment c'est une espèce de finesse qui n'est pas consensuelle. Il y a même pas mal d'études qui ont été faites dessus, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur vraiment est-ce qu'on le fait. Il y a plutôt en fait une théorie sous-jacente qui semble supporter ça. On n'a pas d'études qui malheureusement le supportent. Et on a une pratique clinique par contre qui le supporte. C'est-à-dire que si vous regardez de manière consensuelle un peu tous les psychiatres et les gens qui ont beaucoup d'habitudes de prescription, on est tous à peu près d'accord dessus. Et j'estime, enfin, je pense pas être biaisé quand même, même si on connaît la théorie sous-jacente. Voilà. Donc, c'est des petites subtilités, mais vraiment en pratique et en pratique de soins primaires, retenez peut-être juste fluoxétine pour booster un peu et paroxétine si jamais les gens sont très anxieux. Alors, je reprends les questions, je remonte. Euh, Merci pour les soirées thématiques. Ok, merci, ça nous fait plaisir. Dans l'épisode sur Omnidoc, des avis pédopsie sont-elles possibles? Oui, les avis pédopsie sont possibles. Donc n'hésitez pas. Et on travaille notamment aussi avec le centre Orest, voilà, et qu'on est vraiment sur quelque chose où nous, on n'a pas la compétence de répondre. On a des pédopsychiatres désormais qui interviennent avec nous et sur lesquels on peut demander ou s'appuyer pour vous apporter des réponses. Lesquels peut-on associer avec l'atarax? Le seul qui a une contre-indication absolue avec l'atarax, c'est le séroplex, les citalopram. Euh, sur oui, donc ça c'est merci Sarah. Ok, Sarah nous avait devancé. Ok. Est-ce que vous aviez pareil d'autres questions, d'autres dans votre pratique? Alors bien sûr, hein, ce sera aussi en fonction de ce que vous rencontrez. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à solliciter notre avis. Même sur des petites choses, hein, vraiment, faut pas hésiter. Hein. Nous, vous ne nous dérangez pas. On a une partie de notre temps de travail qui est dédiée à ça. Donc, c'est pas un extra. On fait pas un effort supplémentaire pour vous répondre. On a mis en place des choses pour pouvoir le faire et être disponible. Et n'attendez pas forcément des cas même compliqués. N'attendez même pas forcément une situation clinique. Si vous avez vraiment une question qui se pose dans votre pratique, Pour ceux qui se posent la question des spécificités des ISRS, je vous ai mis un petit tableau que je trouve plutôt bien fait. Alors c'est sur tous les antidépresseurs, mais où il y a les effets indésirables des uns et des autres, le risque d'allongement du QT plus ou moins en fonction de la molécule. Ça peut vous permettre, en fonction du patient que vous avez en face, des comorbidités et de la particularité de l'épisode dépressif ou du trouble anxieux auquel vous faites face, de vous aider à choisir votre traitement. alors, on est sorti du sujet des antidépresseurs avec la question sur le QVIVIQ. Je vous invite à aller voir sur notre site. On a fait une newsletter il y a pas mal de temps qui détaillait l'utilisation. Et oui, en effet, c'est quelque chose qui est prometteur. Bon, c'est plus que prometteur, hein, ça fonctionne en réalité. Alors attention, ça fonctionne pas chez tout le monde et comme n'importe quel type de traitement, mais c'est une bonne alternative en effet aux hypnotiques. Vous voyez ce que je veux dire?
Le recul sur le long cours, en fait, on l'a, parce qu'en fait, aux États-Unis, ils l'utilisent depuis plus d'une dizaine d'années environ, et les Japonais aussi, c'est les deux pays qui l'avaient vraiment depuis longtemps. Donc, on a un certain recul, et en fait, de par de la modalité d'action du traitement, c'est très intéressant. Si vous voulez plus de détails, allez voir du coup notre newsletter. Elle est sur le Et site internet. elle est sur le site internet du site MGPsy, et on avait fait une newsletter spécifiquement sur le QVIVIQ, donc c'est le daridorexant, hein, sa DCI. Et s'il y avait le Vidal qui avait fait aussi un article qui était bien dessus, si vous voulez, qui est assez concis, qui réexplique aussi. Nous, dans notre newsletter, je ne suis pas revenu sur toute la physiopathe, mais si vous voulez sur comment ça fonctionne, vous avez l'article du Vidal qui est bien fait. Alors, il n'est pas malheureusement pas possible de nous solliciter si vous êtes psychologue, parce que dans ce qu'on a développé, on est ouvert à tous sur les soirées thématiques. On est ouvert si vous voulez solliciter des moments de concertation type un peu RCP, si vous travaillez en coopération avec un médecin généraliste, mais à nous solliciter à plusieurs, on peut faire des points généraux sous forme de RCP, voilà, en visio. Mais par contre, en tant que psychologue, vous ne pourrez pas nous solliciter sur la boîte d'avis sécurisée. Euh, alors, probablement que vous nous demandez deux comprimés de 50, ça doit être le daridorexant. Vous revenez sur le daridorexant. Moi, j'ai des patients qui font ça aussi. Alors, c'est pas du tout recommandé. C'est pas du tout recommandé. En fait, en termes de risques, c'est surtout des risques négatifs, en fait. Avec des risques des problèmes de vigilance sur le lendemain. Euh, et donc, en fait, il y a pas, enfin, il y a des données qui explorent, comme d'habitude, dès qu'il y a des études sur les traitements, et qui montrent qu'en fait, la balance bénéfice-risque est clairement défavorable dès qu'on va au-delà. Après, les patients, ils font leur popote, mais faut pas lui prescrire deux fois. Faut vraiment lui dire, bah, c'est un, quoi. Voilà. Vous avez deux dosages, hein, vous avez 25 et 50. Si je reviens sur le daridorexant, on est complètement hors sujet, mais c'est pas grave. Euh, Vous avez deux dosages. Le dosage demi-dose, c'est uniquement s'il y a des interactions médicamenteuses ou s'il y a une profil particulière du cytochrome. Mais l'usage classique, c'est 50. Je prends une dernière question, s'il y en a une, sur les antidépresseurs et on va s'arrêter pour ce soir. Donc, n'hésitez pas. Sinon, bah, Et pareil, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat si vous avez des idées de prochaines soirées thématiques, des choses que vous voudriez qu'on aborde. on est preneur de vos idées de soirée thématique. On est preneur de vos idées de newsletter si vous voulez qu'on éclaircisse un point sous forme de newsletter. Pas de souci. Bon, bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà. Les différentes psychothérapies. Donc, ça a déjà été fait. Il y a une soirée sur les psychothérapies qui a été faite avec les différentes modalités de psychothérapie et leurs différentes indications, et aussi sur un peu la définition un peu de ce qu'est une psychothérapie, de pourquoi ça fonctionne. Donc, il y avait plusieurs choses qui avaient été abordées dans cette soirée. Vous devrez pouvoir retrouver une version YouTube sur notre site internet. Du coup, on va s'arrêter là. Euh, Vraiment, merci à tous d'avoir participé. Nous, c'est important pour nous de voir que quand même on a des gens qui s'impliquent, qui participent, qui peuvent profiter de ce qu'on essaye de vous partager. On reste disponible pour vous. On vous dit à bientôt. On n'a pas encore la future thématique, mais n'hésitez pas à nous faire des propositions. Et voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.